En moins de 24 mois, le retard structurel se comprime. Là où les cartes montraient des corridors ouverts, elles signalent des routes coupées, des bases désertées et une surveillance qui s'étire du sol jusqu'au ciel. Que change pour les villages et les états-majors l'irruption d'Ibrahim Traoré quand la vitesse devient règle? Parce qu'un signal transmis en minutes remplace une attente en demi-heure, l'adversaire perd son carburant, l'initiative, et la région déjà sous tension doit recalculer ses risques, ses alliances et ses anciennes certitudes au-delà des frontières proches, dès maintenant encore. Je vais expliquer pourquoi une décision apparemment technique a déclenché une onde stratégique qui dépasse largement le champ militaire. Pour le dire en 10 mots, il s'agit de comprendre comment la vitesse devient pouvoir régional concret. L'enjeu n'est pas de raconter une montée en puissance spectaculaire, mais de montrer comment un pays longtemps perçu comme dépendant commence à redéfinir seul ses règles de sécurité, puis à influencer les calculs de ses voisins, partenaires et adversaires. Derrière les appareils, les protocoles et les chiffres se joue une question plus profonde. Que devient l'équilibre sahélien quand un acteur enclavé parvient à imposer son tempo plutôt qu'à subir celui des autres? Pour les populations, cela signifie des minutes gagnées sur la peur. Pour les États, une réécriture prudente des modèles de risque. Pour les observateurs extérieurs, la nécessité d'abandonner des grilles de lecture devenues obsolètes. Suivre ce fil, c'est comprendre pourquoi ce basculement discret oblige désormais toute la région à penser autrement la sécurité, la coopération et la souveraineté. La première révélation tient à un chiffre longtemps sous-estimé. En moins de 24 mois, le délai moyen entre détection et réaction est passé de plus de 45 minutes à parfois 12 minutes. La seconde est que cette bascule n'a pas été déclenchée par une coalition extérieure, mais par un réagencement interne désormais associé au leadership d'Ibrahim Traoré. Pour mesurer la portée de ces deux données, il faut revenir au paysage sécuritaire hérité. Pendant des années, les groupes armés ont prospéré non par supériorité de feu, mais par maîtrise du temps. Ils franchissaient les frontières à l'aube, se dispersaient au crépuscule et utilisaient le Burkina Faso comme un corridor ouvert où la géographie servait de refuge plus que de contrainte. L'armée nationale, étirée sur de vastes espaces, fonctionnait à partir d'avant-postes éloignés, appuyés par un renseignement fragmenté et des procédures lentes. L'information arrivait souvent trop tard, laissant aux populations le sentiment qu'un danger pouvait surgir sans avertissement. Les missions internationales ont tenté de combler ces failles par des drones partenaires, des conseillers tournants et des opérations conjointes. Mais leurs priorités restaient alignées sur des agendas conçus hors du Sahel, rarement sur le tempo quotidien des communautés exposées. Dans ce cadre, les insurgés exploitaient systématiquement l'écart entre détection et intervention. Agir plus vite, disparaître plus vite, s'adapter plus vite. Cette logique constituait leur avantage structurel. C'est précisément cet avantage qui commence à se fissurer. La compréhension que le contrôle du terrain sahélien est impossible sans contrôle du ciel ouvre une séquence nouvelle. Le ciel cesse d'être un décor stratégique pour devenir une frontière active. Cette idée, longtemps théorique, devient opérationnelle lorsque les flux de renseignements, les capacités aériennes et la décision sont compressés dans un même cycle temporel. À ce stade, le changement reste invisible pour l'observateur extérieur. Mais pour les unités au sol et les villages frontaliers, une évidence s'impose déjà. La rapidité redéfinit la sécurité. Les premiers effets ne prennent pas la forme d'annonces spectaculaires, mais de scènes ordinaires qui changent subtilement de sens. Dans une zone longtemps jugée impraticable, une patrouille locale remarque que certains passages nocturnes diminuent. Rien d'officiel, seulement des indices fragmentaires perçus par ceux qui vivent au plus près du terrain. Un officier raconte qu'au cours d'une mission routinière, des éleveurs, d'ordinaire méfiants, évoquent spontanément une baisse inhabituelle de mouvements armés près de leur pâturage. Ce détail, apparemment anodin, signale déjà un déplacement du risque. Un second cas confirme la tendance. Dans un village frontalier, une alerte communautaire est transmise en moins de 5 minutes, alors qu'il fallait auparavant près d'une demi-heure pour relayer une information similaire. Ce raccourcissement suffit à changer l'issue de la séquence. Une petite unité mobile arrive avant la dispersion habituelle des groupes hostiles. Pour les habitants, ce n'est pas une victoire militaire, mais la preuve concrète qu'un signal
peut désormais produire une réponse rapide. À partir de là, les comportements évoluent, les hésitations diminuent, les signalements gagnent en précision et la coordination se resserre. Les communautés cessent d'être de simples victimes passives pour devenir des capteurs actifs du dispositif. Dans les cercles militaires, ces retours sont interprétés comme les premiers effets tangibles du nouveau système, même si ces contours restent encore flous. Il ne s'agit pas seulement d'une amélioration technique, mais d'un autre rapport entre population, renseignement et action. Cette dynamique précoce installe une conviction partagée. Lorsque le temps n'est plus perdu, la peur recule. Et c'est là que le changement devient irréversible. L'activation commence presque imperceptiblement, loin des communiqués et des démonstrations publiques. Sur plusieurs semaines, une série de vols d'essais discrets s'enchaîne. Les trajectoires sont basses, répétées, ajustées, les capteurs thermiques sont testés, les approches nocturnes affinées, et les échanges entre unités au sol et opérateurs gagnent en fluidité. Rien n'est encore officiellement revendiqué. Mais un glissement s'opère déjà, les demandes de reconnaissance sont traitées plus vite, les confirmations arrivent en minutes plutôt qu'en heures. Ce déplacement technique invisible pour l'observateur extérieur constitue le véritable point de départ de la bascule. Le pic survient lorsque la vieille logique est mise à l'épreuve. Une colonne armée traverse la frontière au crépuscule, comptant sur les délais prévisibles qui avaient longtemps garanti son impunité. Cette fois, la séquence se referme. Une alerte communautaire est transmise. Une patrouille détecte une signature thermique. Un opérateur confirme. En 12 minutes, un appareil est en l'air. En moins d'une demi-heure, la colonne se disperse avant d'atteindre sa zone de regroupement. Pour la première fois depuis des années, l'avantage temporel change de camp. Ce n'est pas l'impact matériel qui marque les esprits, mais la rupture du rythme. À partir de ce moment, l'intensité monte d'un cran. Les groupes hostiles testent les failles. Ils fragmentent leurs convois, multiplient les itinéraires et tentent de saturer les capacités de détection par des mouvements simultanés. Ils déplacent leur passage à des heures imprévisibles, espérant retrouver la symétrie d'hier, mais la réponse nationale s'adapte. Les cartes sont réécrites quotidiennement. Les trajectoires de fuite, autrefois considérées comme sûres, deviennent des zones surveillées. Les erreurs se multiplient, la cohésion interne se dégrade et l'hésitation s'installe. Le simple bruit d'un rotor suffit parfois à modifier une décision, même lorsqu'aucun appareil n'est réellement en vol. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré devient lisible pour les analystes, non pas dans l'accumulation de matériel, mais dans la capacité à orchestrer un système où la vitesse impose la règle. La transformation change l'économie du risque. Elle prive l'adversaire de son carburant principal, l'initiative, et inverse une dynamique d'usure qui semblait figée. Chaque intervention manquée par les groupes armés ouvre un intervalle supplémentaire pour consolider le dispositif. Les répliques apparaissent ensuite, plus lentes mais plus profondes. Les villages frontaliers signalent moins d'incursions nocturnes. Les réseaux d'éleveurs rapportent une baisse des passages suspects. Certains sanctuaires insurgés se vident ou se déplacent hors des zones désormais surveillées. Rien de spectaculaire, mais une érosion méthodique. À mesure que les missions se multiplient, la région s'ajuste. Les capitales voisines recalculent leurs risques, les contingents étrangers réévaluent leurs modèles et les alliances hostiles se recomposent. La présence aérienne reconfigure les stratégies au-delà même des frontières. Dans cette séquence, une conclusion s'impose. Le cœur du changement n'est pas l'événement isolé, mais l'enchaînement maîtrisé. Et lorsque le tempo est dicté de l'intérieur, l'équilibre régional ne peut qu'en être durablement affecté. La première donnée de référence est claire et mesurable. Avant la réforme, le délai moyen entre la détection d'un mouvement hostile et la réaction effective dépassait régulièrement 45 minutes. Cet intervalle offrait aux groupes armés une marge d'évasion presque garantie. Aujourd'hui, ce délai descend ponctuellement à 12 minutes. Cette compression du temps réduit drastiquement les options tactiques disponibles, car chaque minute perdue rapproche l'intervention et ferme les trajectoires de fuite. En pratique, un cycle plus court transforme une alerte isolée en action crédible, là où elle arrivait autrefois trop tard pour infléchir la séquence. La deuxième mesure concerne la couverture opérationnelle des zones sensibles. Avant la transformation, les patrouilles aériennes ne surveillaient qu'environ 18% des secteurs frontaliers critiques durant les heures à risque.
Désormais, cette couverture dépasse 40% selon plusieurs officiers impliqués dans la coordination. Ce saut ne se limite pas à une augmentation arithmétique. Il modifie la géographie perçue du terrain, car la surveillance passe d'un modèle fragmenté à un schéma plus continu. Les espaces considérés comme des couloirs sûrs cessent progressivement de l'être, et l'incertitude se déplace du côté des groupes hostiles. La troisième donnée touche à la réactivité communautaire, longtemps négligée dans les analyses classiques. Avant la mise en place des nouveaux protocoles, la transmission d'une alerte villageoise pouvait prendre près de 30 minutes. Aujourd'hui, plusieurs équipes locales rapportent dans des délais réduits à 5 minutes. Cette diminution transforme le rôle des populations. Elles ne sont plus seulement des victimes exposées, mais des capteurs avancés du dispositif sécuritaire. Un signal rapide augmente la probabilité d'une réponse efficace et renforce, en retour, la volonté de signaler. Pris ensemble, ces trois deltas forment une ossature cohérente. Ils ne suffisent pas à expliquer à eux seuls l'évolution en cours, mais ils révèlent la logique d'un système où chaque minute gagnée accroît la pression cumulative sur les réseaux armés. Certains analystes parlent d'un effet d'engrenage. Plus la réaction est rapide, plus l'adversaire hésite, fragmente ses unités et commet des erreurs coûteuses. La contrainte devient autant psychologique que tactique. Dans ce cadre, l'influence d'Ibrahim Traoré se lie dans l'intégration de ces données à une vision plus large. La supériorité locale n'est plus mesurée uniquement en puissance de feu, mais en capacité à compresser le temps. Une force incapable d'agir vite perd l'initiative avant même le premier contact. Cette conviction structure désormais les décisions. Un dernier élément renforce la lecture quantitative. Les sources de renseignements autrefois dispersées, images, rapports communautaires, détection thermique et observation de patrouilles, sont désormais fusionnées dans un flux plus court. Cette consolidation réduit les angles morts et permet des ajustements quasi en temps réel. Les comportements adverses le confirment. Fragmentation accrue des convois, abandon de routes historiques et déplacement forcé de cellules vers des zones plus éloignées. Ces mutations signalent une perte de confiance dans les routines passées. Placées dans leur contexte régional, ces données prennent une portée supplémentaire. Les capitales voisines observent la diminution des incursions au nord du pays et intègrent ce nouvel équilibre dans leurs calculs. Même si la transformation reste fragile, la convergence entre chiffres et signaux de terrain indique qu'un seuil a été franchi. À partir de ce point, la vitesse devient une ressource stratégique durable, capable de redéfinir la stabilité dans un espace aussi vaste que le Sahel. Deux lectures s'affrontent depuis le début de la transformation sécuritaire observée. La première thèse soutient que l'avantage aérien ne peut produire qu'un effet temporaire. Selon cette position, les groupes armés disposent d'une capacité d'adaptation quasi illimitée. Ils fragmentent leurs unités, modifient leurs itinéraires, se fondent dans la population et exploitent les failles structurelles inévitables d'un État sous contrainte. Dans cette logique, chaque progrès technologique finit contourné. La vitesse ne serait qu'un surcroît momentané, incapable d'inverser durablement un rapport de force aussi fluide que celui du Sahel. La seconde thèse avance l'hypothèse inverse. Elle considère que la dynamique actuelle marque un tournant plus profond, précisément parce qu'elle ne repose pas sur un outil isolé. Ce qui change, selon cette lecture, c'est la synchronisation entre renseignement, décision et action. Lorsque ces trois éléments sont compressés dans un même cycle, l'avantage ne tient plus au matériel, mais au système. Dans ce modèle, chaque acteur, communauté, patrouille, opérateur, commandement, alimente une boucle réactive continue. La fragilité d'hier se transforme alors en résilience structurelle. Pour arbitrer entre ces deux thèses, il faut revenir au comportement observable. Depuis la mise en œuvre du nouveau dispositif, plusieurs mutations apparaissent simultanément. Les convois hostiles se fragmentent plutôt qu'auparavant. Certaines routes historiquement utilisées sont abandonnées. Des cellules sont contraintes de se déplacer vers des zones plus éloignées du centre opérationnel. Ces ajustements ne relèvent pas d'une simple tactique ponctuelle. Ils traduisent un rétrécissement mesurable de la marge d'action disponible. Un autre élément renforce cette lecture. L'adaptation insurgée demeure réelle, mais elle opère désormais sous contrainte temporelle. Chaque erreur coûte davantage. Chaque retard expose plus vite.
La plasticité organisationnelle subsiste, mais elle s'exerce dans un espace plus étroit, où la surprise devient difficile à conserver. Ce glissement suggère que l'avantage n'est pas seulement conjoncturel, la synthèse qui s'impose est nuancée. Oui, l'adversaire s'adapte, mais pour la première fois depuis longtemps, la réactivité nationale semble avoir pris l'ascendant. Ce basculement n'abolit pas le cycle d'adaptation, il en modifie les termes. Et c'est précisément cette modification, portée par une doctrine structurée sous Ibrahim Traoré, qui donne à la transformation actuelle une portée durable. Un point charnière apparaît lorsque des signaux jusque-là dispersés commencent à converger. Les incursions nocturnes diminuent dans plusieurs zones frontalières, les convois hostiles se fragmentent plus tôt, certaines cellules se déplacent vers des espaces plus éloignés, acceptant des itinéraires plus longs et plus risqués. Ce qui ressemblait à une montée en capacité technique révèle alors une reconfiguration plus profonde du calcul adverse. La nouveauté n'est pas seulement d'être vue, mais de devoir supposer en permanence qu'une réaction rapide est possible. Dans cette phase, un détail modifie la lecture stratégique. Les groupes armés ne planifient plus uniquement en fonction des mouvements au sol. Ils doivent intégrer la possibilité constante d'une intervention venue du ciel, même lorsqu'aucun appareil n'est visible. Cette incertitude permanente agit comme une contrainte psychologique. Elle allonge les temps de décision, fragilise la coordination interne et multiplie les erreurs. La simple hypothèse d'une réponse rapide suffit parfois à dissuader une action. Les observateurs régionaux commencent alors à mesurer l'ampleur du basculement. Le pays n'agit plus seulement sur son territoire. Il influence les anticipations de ses voisins qui ajustent leur propre dispositif pour éviter d'être entraînés dans une dynamique incontrôlée. Les modèles de risque évoluent, les seuils d'escalade sont réévalués. L'espace sahélien se lit autrement. C'est ici que la doctrine portée par Ibrahim Traoré devient pleinement visible. Non comme une accumulation de moyens, mais comme une capacité à remodeler les attentes adverses. Lorsque l'anticipation change, le rapport de force suit. Et à ce stade, le tempo devient un levier stratégique en soi, capable de produire des effets au-delà de toute action directe. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La compression des délais de réaction, parfois réduits à 12 minutes, libère des marges de manœuvre inédites. Moins de ressources sont absorbées par l'urgence permanente. Davantage peuvent être réalloués à la consolidation territoriale et à la coordination. Les centres de commandement, autrefois dépendants de relais extérieurs, gagnent en autonomie opérationnelle. Cette capacité accrue renforce la crédibilité de l'appareil étatique, non par des annonces, mais par la répétition de réponses cohérentes. Dans cette logique, la doctrine structurée sous Ibrahim Traoré agit comme un multiplicateur de confiance interne, car elle rend l'action plus prévisible et plus lisible. Pour les acteurs économiques, l'impact est indirect mais déterminant. La baisse des incursions nocturnes dans certaines zones du Nord réduit les perturbations sur les axes commerciaux et les couloirs pastoraux. Des transporteurs signalent moins d'interruptions forcées. Des itinéraires longtemps évités sont progressivement réévalués. Cette amélioration ne signifie pas l'absence de risque, mais une meilleure prévisibilité. Or, pour les entreprises locales, la stabilité se mesure moins à la disparition totale de la menace qu'à la capacité d'anticiper et d'amortir les chocs. À ce titre, la vitesse devient un facteur économique, car elle réduit l'incertitude et rouvre des circuits suspendus. Pour les populations, les effets sont d'abord psychologiques. Dans plusieurs villages, le simple fait de savoir qu'une réponse peut intervenir rapidement modifie les comportements. Les signalements augmentent, les déplacements nocturnes diminuent, la coopération avec les unités locales s'intensifie, le sentiment d'abandon qui dominait depuis des années commence à reculer, même si la confiance reste fragile. Cette évolution illustre un point clé. La sécurité ne se vit pas en statistiques, mais en minutes gagnées sur la peur. La doctrine impulsée sous Ibrahim Traoré transforme ainsi la vitesse en outil de réassurance collective capable de retisser un lien distendu entre l'État et ses citoyens. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Les capitales voisines ajustent leurs calculs pour tenir compte d'un acteur désormais capable d'influencer les équilibres frontaliers. Le Mali et le Niger observent l'effet d'un voisin plus réactif sur les corridors transfrontaliers. Dans le même temps, certains acteurs extérieurs réévaluent leur marge d'intervention, conscients qu'une opération mal calibrée
pourrait déclencher une séquence difficile à maîtriser. Cette prudence nouvelle traduit une reconnaissance implicite. Le tempo régional a changé. Pris ensemble, ces effets montrent que la transformation en cours ne se limite pas au champ militaire. Elle redessine les flux économiques, modifie les comportements civils et réajuste les lectures géopolitiques. Lorsqu'un État parvient à compresser le temps, il ne modifie pas seulement sa sécurité, il reconfigure la carte du pouvoir autour de lui. Pour projeter les mois à venir, 3 trajectoires se dégagent des tendances observées et des ajustements régionaux en cours. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais offrent une grille de lecture utile pour interpréter les signaux faibles. Dans le scénario de base, le plus plausible, le système actuel se stabilise. Les délais de réaction restent comprimés, même si les capacités aériennes fonctionnent à un rythme soutenu. Les groupes armés poursuivent leur adaptation, fragmentent leurs unités et déplacent leurs routes, sans toutefois retrouver l'initiative temporelle qui leur permettait autrefois de dicter les séquences. Les capitales voisines maintiennent une posture prudente, ajustant leur modèle de risque sans entrer dans une escalade ouverte. Ce scénario dessine un équilibre fragile mais durable, où la réactivité nationale contient la menace sans la neutraliser totalement. Dans un scénario plus optimiste, la dynamique s'approfondit. Des améliorations logistiques permettent de maintenir les appareils en opération plus régulièrement. L'intégration des sources de renseignement progresse, réduisant encore les angles morts. Les communautés locales, encouragées par les résultats visibles, renforcent leur rôle dans les chaînes d'alerte. Les corridors frontaliers enregistrent une baisse mesurable des mouvements hostiles. Dans ce contexte, une coopération régionale plus structurée pourrait émerger, donnant naissance à un dispositif sahélien capable de gérer une part croissante des incidents sans dépendance excessive à des partenaires extérieurs. La vitesse, consolidée, devient alors un avantage cumulatif. Le scénario pessimiste repose sur une dérive ou une surcharge du système. Les contraintes techniques s'accumulent, les cycles de maintenance s'allongent. Les appareils passent plus de temps au sol que prévu. Les groupes hostiles exploitent ces intervalles pour reprendre l'initiative dans certaines zones. Parallèlement, une pression géopolitique accrue, qu'elle vienne d'acteurs extérieurs inquiets ou de frictions régionales, complique les calculs. Une surenchère discrète entre États voisins pourrait transformer la région en espace de compétition persistante, rendant chaque opération plus coûteuse et plus risquée. Pour lire correctement ces scénarios, une recommandation analytique s'impose. Il faut considérer la vitesse non comme un avantage ponctuel, mais comme une ressource stratégique. Sa conservation dépend autant de la logistique que de la doctrine et de la coordination humaine. Si l'un de ces piliers faiblit, l'avantage se dilue rapidement. Si, au contraire, ils se renforcent ensemble, le tempo imposé peut devenir une constante régionale. C'est à cette condition que les 12 prochains mois prendront tout leur sens. Pour les populations directement exposées, la transformation se lie d'abord dans des ajustements concrets du quotidien. Les incursions nocturnes diminuent dans certaines zones. Des routes longtemps évitées sont parfois réempruntées. Les alertes communautaires deviennent plus régulières et plus précises. La sécurité ne se mesure pas en communiqués, mais en minutes gagnées sur la peur. Lorsque la réponse arrive plus vite, les comportements changent, on signale davantage, on se déplace avec plus de prudence, on recommence à planifier au-delà du lendemain. Cette évolution reste fragile, mais elle modifie déjà le rapport des habitants à l'espace et à l'État. Pour les acteurs économiques locaux, la lecture passe par les flux. Moins d'interruptions signifie une logistique plus prévisible. Les transporteurs peuvent reconstruire des itinéraires. Les commerçants rouvrent des circuits suspendus. Les petites et moyennes entreprises réévaluent leur marge de risque. La stabilité ne suppose pas l'absence totale de menaces, mais la capacité d'anticiper et d'amortir les variations. À ce titre, la vitesse devient un facteur économique indirect. Elle réduit l'incertitude et permet de reprendre des décisions longtemps gelées. Pour les observateurs extérieurs, enfin, diplomates, analystes et institutions régionales, la transformation impose un changement de focale. Les anciennes grilles de lecture, centrées sur la dépendance et l'assistance, deviennent moins opérantes. Il faut désormais intégrer l'idée qu'un acteur sahélien puisse imposer un tempo qui influence ses voisins.
Certains y voient une opportunité de recomposition coopérative. D'autres redoutent des frictions nouvelles. Tous reconnaissent toutefois que l'équation régionale a changé de variable. Ces trois angles montrent que l'enjeu dépasse le débat militaire. Il touche au comportement, aux échanges et aux perceptions. Comprendre cette dynamique, c'est accepter que la sécurité se construise aussi dans la confiance retrouvée, la prévisibilité des flux et la capacité d'un pays à transformer le temps en ressources partagées. Pour que la transformation engagée s'inscrive dans la durée, une feuille de route claire s'impose. Elle ne repose pas sur un saut technologique supplémentaire, mais sur la consolidation méthodique de ce qui a déjà produit ses effets. La première étape consiste à stabiliser la chaîne logistique aérienne. Les plateformes actuelles exigent des cycles d'entretien rigoureux, un approvisionnement continu en pièces et en carburant spécialisé, ainsi que des équipes techniques formées. Sans cette base, la compression du temps risque de se relâcher au moment critique. Garantir la disponibilité opérationnelle devient donc une condition préalable à toute ambition durable. La deuxième étape vise l'unification définitive des flux de renseignements. Les données communautaires, les images, les détections thermiques et les observations de patrouille doivent être intégrées dans un système unique, avec des protocoles standardisés. Cette fusion réduit les angles morts et renforce la cohérence décisionnelle. Elle permet surtout d'éviter que la vitesse acquise ne soit perdue dans des frictions bureaucratiques. La troisième étape concerne la formation des unités locales. Chaque échelon, patrouille, opérateur, coordinateur doit maîtriser les procédures d'alerte, de liaison et d'intervention. L'autonomie du dispositif repose sur une base humaine capable de fonctionner même lorsque certaines capacités sont temporairement indisponibles. C'est à ce niveau que la doctrine prend corps au quotidien. La quatrième étape implique un renforcement de la coordination régionale. Sans alignement avec les pays voisins, les couloirs d'évasion se déplacent plus tôt qu'ils ne disparaissent. Une architecture coopérative réduit ces zones grises et limite les interprétations militaires hasardeuses. Enfin, un mécanisme d'évaluation continue s'avère indispensable. Un suivi régulier des délais de réaction, des mouvements frontaliers et des signalements communautaires garantit l'adaptation du système. C'est dans cette discipline, portée par la vision structurée sous Ibrahim Traoré, que la vitesse peut rester une ressource stratégique et non un avantage éphémère. Le retour au terrain, là où tout a commencé, éclaire la portée humaine de cette transformation. Les villages qui servaient de premiers capteurs d'alerte, les patrouilles qui sillonnaient des corridors poussiéreux, et les éleveurs qui observaient autrefois en silence composent désormais un paysage différent. Rien n'a basculé d'un coup, mais une respiration nouvelle s'installe, faite de signaux transmis plus vite et de réponses enfin tangibles. Ce sont ces scènes ordinaires, déjà entrevues plus tôt, qui donnent sa mesure au changement. Ce souffle discret renvoie à ce que beaucoup avaient sous-estimé, la capacité d'un État à reconfigurer sa relation au danger lorsqu'il contrôle le tempo. Les appareils n'étaient qu'un signal. Le vrai basculement réside dans la cohérence d'un système capable de tenir jour après jour, malgré les contraintes, grâce à une articulation pensée sous Ibrahim Traoré. La vitesse cesse d'être une urgence subie pour devenir une discipline collective. Dans cette recomposition, une idée simple s'impose, presque comme un murmure partagé. La sécurité n'est pas un état figé, mais un mouvement continu. Elle se construit dans la répétition, l'attention et la confiance retrouvée entre ceux qui signalent et ceux qui répondent. Quand un village ose à nouveau transmettre une alerte, c'est tout un lien qui se répare. Une phrase s'imprime alors, sobre et durable. Contrôler le temps, c'est redonner prise sur l'avenir. À ce stade, une conclusion s'impose sans se refermer. La transformation observée n'appartient ni au communiqué ni au seul cercle militaire. Elle se joue dans la durée, à l'intersection des choix politiques, des capacités techniques et des comportements quotidiens. Ce qui se dessine au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré invite à regarder autrement les dynamiques sahéliennes, non comme une succession de crises figées, mais comme des équilibres mobiles où le rythme compte autant que la force. Suivre cette évolution, ce n'est pas prendre parti. C'est accepter d'observer comment un État longtemps perçu comme dépendant tente de reprendre la main sur son propre tempo, et comment cette tentative oblige voisins, partenaires et analystes à ajuster leur cadre de pensée. Les prochains mois apporteront de nouveaux signaux,
positifs ou contradictoires, qui permettront d'affiner cette lecture.